Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse des traîtres. Alors là, l'épisode du 6 septembre, on peut dire qu'il a frappé fort. Ah oui, une surprise de taille, hein. L'arrivée, pas d'une, mais de 3 nouvelles participantes en plein milieu du jeu. Exactement, un vrai coup de théâtre. On va essayer de décortiquer ça ensemble en s'appuyant sur un article de M6 Plus Actu qui a bien résumé la situation. Oui, en revirement assez fou. Peut-être juste rappeler le principe pour ceux qui découvrent. C'est ce jeu où des personnalités sont isolées, avec des traîtres cachés parmi eux. C'est ça. Et les loyaux, ils voient démasquer les traîtres avant de se faire éliminer, soit la nuit par les traîtres, soit le jour par un vote. C'est un jeu basé sur la suspicion, les alliances Et les manipulations, les trahisons, tout ça quoi. et la paf. Alors que le jeu est déjà bien lancé, que des dynamiques existent, que, des stratégies commencent à se dessiner, Boum 3 nouvelles joueuses, ça peut potentiellement tout remettre en question. c'est exactement ça. Donc notre but aujourd'hui, c'est pas juste de dire qui elles sont, mais de voir l'impact immédiat. Comment leur arrivée, et surtout leur première action, on va y venir, a reconfiguré le jeu. Allez, on plonge dedans. Alors, la première, c'est Christine Bravo. Son retour est qualifié de fracassant. On s'en souvient, elle avait été éliminée la toute première de la saison. Ah oui, sortie très tôt. Et là, elle revient pas par magie, c'est les autres candidats qui ont gagné son retour lors d'une épreuve d'énigme. Intéressant ça. C'est eux qui la ramènent. Voilà. Et apparemment, elle revient pas juste pour faire de la figuration. L'article parle d'un vent de revanche. Et il y a même un nom qui circule, Yon. Alors là, psychologiquement, c'est hyper intéressant. Revenir après une élimination aussi rapide, c'est pas rien. Elle a peut-être vu des trucs au tout début que les autres ont zappé. C'est possible. Mais surtout, cette idée de revanche. Contre qui exactement? Ceux qui l'ont sortie? Ou c'est plus général, genre prouver qu'elle valait mieux? Bonne question. Et le fait qu'elle soit ramenée par les autres, c'est ambigu, non? Ils la voient comme une alliée parce qu'ils l'ont sauvée, ou au contraire comme un électron libre potentiellement dangereux. Oui, cette espèce de dette implicite ou de méfiance, justement, c'est complexe. Et le nom de Jans qui sort, ça donne une direction narrative tout de suite. Exactement. Elle revient pas neutre, quoi. Du coup, cette quête de revanche, si elle est affichée, comment ça peut influencer sa stratégie? Est-ce qu'elle va être obnubilée par ça? C'est le risque, oui. Se focaliser sur une vengeance perso, dans ce jeu, ça peut te faire perdre la vue d'ensemble. Mais bon. Hmm. Mais Mais afficher une cible, ça peut aussi être une tactique, pour détourner l'attention d'autres manœuvres, peut-être. et puis il y a l'ego. Être sortie première, ça doit piquer. Elle revient sûrement avec une détermination décuplée. Ce qui la rend soit redoutable, soit, Soit très imprudente, exactement. À surveiller de près. clairement. Deuxième arrivée, Sylvie Tellier. Ancienne Miss France, directrice générale de la société Miss France, tout ça. On la connaît pour son image très contrôlée, son charisme, mais aussi, Son sens stratégique, l'article insiste là-dessus. c'est ça. Et c'est pas sa première fois, elle était dans la saison 3. Elle aurait gardé un goût d'inachevé. Ah oui, Et elle afficherait une volonté de corriger ses erreurs du passé. Sylvie Tellier, c'est un profil parfait pour ce jeu. Mais c'est à double tranchant son expérience. D'un côté, elle connaît les rouages, la pression, l'importance des détails. Elle lit peut-être mieux les autres. C'est un avantage certain. Mais de l'autre, tout le monde sait qu'elle est stratège. Sa réputation la précède. Donc les autres vont se méfier d'elle direct, peut-être surinterpréter tout ce qu'elle fait. C'est vrai. Et cette histoire de corriger ses erreurs, c'est intéressant qu'elle le dise comme ça. C'était quoi ces erreurs, à ton avis? Difficile à dire sans être dans sa tête, mais on peut imaginer. Peut-être qu'elle a fait trop confiance à quelqu'un qui l'a trahi, ou sous-estimé la manipulation de certains. Ou alors, à l'inverse, peut-être qu'elle trouve qu'elle a été trop lisse, pas assez tranchante dans ses stratégies. Et donc elle annonce la couleur. En quelque sorte, dire qu'elle veut corriger ça, ça suggère qu'elle va jouer de manière plus incisive, plus calculatrice peut-être. C'est presque un avertissement, hein. Attention, je rigole pas, ça met la pression d'entrée de jeu. C'est clair que ça change des joueurs qui avancent masqués. Ça oblige les autres à réagir tout de suite par rapport à elle. Et la troisième alors, Danielle. Ah, Daniel. Elle aussi vient de la saison 3, passage remarqué, l'article la décrit comme la potentielle carte surprise, redoutable en enquête, mais aussi avec une expérience en manipulation. Profil intrigant. Oui, Daniel, c'est peut-être la plus énigmatique des trois. L'association enquête et manipulation, c'est explosif dans les traîtres. Comment ça? Ben, si elle est loyale, sa capacité d'enquête, c'est énorme pour choper les traîtres. Mais si elle est traître, sa capacité de manipuler plus sa compréhension de comment les loyaux réfléchissent, oulala, Potentiellement très dangereuse. carrément. Et sa réputation de la saison 3 va jouer, c'est sûr. Dans quel sens? Ça va la rendre suspecte directe.
Où les autres vont hésiter, se dire est-ce qu'elle joue un rôle? Les deux, j'imagine, certains vont la voir comme une menace directe, une manipulatrice à surveiller H24. D'autres vont peut-être vouloir s'allier à elle justement pour profiter de ses talents d'enquêtrice ou de sa capacité à semer la pagaille. C'est une joueuse pivot, comme on dit. Exactement. Elle peut faire basculer le jeu. Sa capacité à lire les situations, à s'adapter, ça va être crucial. Elle peut être celle qui dénoue les fils ou celle qui les embrouille encore plus. Le terme carte surprise, il lui va bien. Donc on a 3 profils forts qui débarquent, hein. La revenante revancharde, la stratège qui veut corriger le tir, et l'enquêtrice manipulatrice imprévisible. Rien que ça, c'est déjà un événement. Ah oui, juste leur présence simultanée? Mais c'est pas tout. L'article insiste bien, elles n'arrivent pas les mains vides. Elles ont eu un pouvoir immédiat et assez conséquent. Voilà, c'est là que l'impact est direct, concret. À peine arrivées, sans même avoir eu le temps de trop discuter ou observer, elles ont dû donner chacune une amulette d'immunité. Et cette amulette, elle protège pour la prochaine table ronde, c'est ça, le moment du vote. C'est ça, c'est un pouvoir énorme, surtout quand tu débarques. Parce que ce choix, il est forcément interprété. C'est un signe, une alliance potentielle, une préférence. Et leurs choix, justement, rapportés par M6 Plus Actus, ils sont pas anodins du tout. Christine Bravo a donné son amulette à Raymond Domenech. Hmm, Sylvie Tévué a protégé Camille Cerf. d'accord. Et Danielle Casranet, elle a immunisé Frédéric Bell. Ah, intéressant. Analysons ça. Bravo qui choisit Domenech. Qu'est-ce que ça dit? L'interprétation la plus évidente, et que l'article suggère un peu, c'est qu'elle cherche un allié solide. Domenech, l'image de l'ancien sélectionneur, ça peut évoquer une certaine stabilité, rationalité, enfin, en apparence. Pour Bravo, qui revient avec peut-être une cible dans le dos, chercher un appui fiable, ça se tient. C'est pragmatique, oui. C'est un calcul. Mais c'est pas un peu gênant? Attendu. Risquer de s'afficher avec une figure comme Domenech, qui peut aussi être clivante. Tout à fait. C'est le revers de la médaille. En choisissant quelqu'un de solide, mais qui divise peut-être, Bravo s'expose aussi. Si Domenech devient une cible, elle risque d'être emportée avec. Et puis, est-ce que Domenech, lui, il le prend comme une alliance sincère ou comme une tentative de manip de Bravo? Exactement. La dynamique entre eux va être super importante. C'est un choix qui positionne Bravo d'entrée de jeu. Elle cherche des appuis stables. Ensuite, Sylvie Tellier qui donne l'amulette à Camille Cerf. Le lien Miss France. Oui, là c'est quasi évident. L'article parle de liens potentiels. C'est presque trop visible, non? C'est ce que je me disais. C'est l'alliance la plus logique sur le papier. Et c'est justement ça qui est intéressant et peut-être dangereux pour elle. D'un côté, oui, c'est facile, rapide, ça crée une première alliée visible pour Tellier. Mais dans les traîtres, ce qui est trop visible devient souvent une cible. Est-ce que c'est une vraie alliance basée sur l'affinité ou c'est une manœuvre de Tellier? Utiliser ce lien évident comme un écran de fumée. Un écran de fumée pour quoi faire? Pour masquer d'autres alliances, moins visibles, qu'elle pourrait tisser à côté. Ou alors, c'est une façon de tester Camille Cerf. Je te donne l'immunité, voyons voir comment tu réagis, si tu es loyal en retour. C'est malin? C'est aussi un message aux autres. Attention, on forme un bloc. Ça peut dissuader, mais ça peut aussi attirer les attaques de ceux qui voudraient casser ce duo. La question, c'est est-ce que ça va profiter aux deux ou est-ce qu'une va se servir de l'autre? Dynamique à double tranchant, hein, clairement. Et pour finir, le choix de Daniel Neo. Frédéric Dale. L'article dit « surprenant » et parle de stratégie subtile entre anciennes candidates de la saison 3. C'est moins direct comme lien. Oui, c'est le choix le moins prévisible des trois. Et donc, peut-être le plus révélateur sur Daniel. Pourquoi Frédéric Bell? Oui, elles étaient dans la saison 3 ensemble, mais est-ce qu'il y avait une alliance forte? Pas évident de l'extérieur. Alors pourquoi? Plusieurs options. Peut-être que Daniel voit en Belle une joueuse sous-estimée, plus fine qu'on croit, et elle veut créer une alliance discrète. Ou alors c'est l'inverse. Choisir quelqu'un d'un peu moins central pour pas trop attirer la lumière sur elle au début. C'est aussi possible. En ne s'alliant pas tout de suite avec une figure forte, Daniel reste dans l'ombre, elle observe. Protéger Belle, ça peut aussi semer le doute. Pourquoi elle est liée? C'est quoi le message? Ça oblige les autres à réfléchir, à faire des théories. Et pendant ce temps, elle analyse. Voilà. Ou alors il y a un truc très spécifique lié à la saison 3, un pacte, une compréhension mutuelle qu'on ne voit pas. Ce choix, il montre que Daniel ne va pas suivre les sentiers battus. Bon, ces 3 choix d'émulettes, ça a envoyé des signaux forts, immédiatement. L'article insiste, nouvelles alliances et tensions, équilibre des forces considérablement modifiés. Oui,
Ces immunités ont créé des liens instantanés, mais ont aussi bouleversé les stratégies établies. Les anciens joueurs doivent composer avec tout ça. C'est exactement ça. Injecter 3 nouveaux joueurs qui en plus ont ce pouvoir d'immunité, ça agit comme un catalyseur dans une éprouvette. Tout s'accélère. Des alliances qui commençaient à se former. Remise en question. Ceux qui se sentaient peut-être safe ne le sont plus. Ceux qui étaient menacés se retrouvent protégés et peut-être renforcés par un nouvel allié. Il y a une dette qui se crée avec l'amulette, Celui qui la reçoit se sent obligé, au moins au début. probablement. Et à l'inverse, ceux qui n'ont rien eu, ou pire, ceux qui voulaient éliminer un des protégés, ils doivent ressentir de la frustration, de la méfiance envers les nouvelles, Ça redéfinit toute la carte du jeu en quelques minutes, quoi. précisément. Et ça nous amène à réfléchir aux conséquences plus larges pour la suite. Comment les joueurs, et surtout les traîtres, vont s'adapter? Justement, l'article demande comment les traîtres, qui avaient sûrement un plan, doivent revoir leur plan. Ah, pour les traîtres, c'est un vrai casse-tête. Ils avaient l'avantage de se connaître, de pouvoir agir en secret. Là, 3 inconnus débarquent. Loyal, traîtresse, ils savent pas. Alors, quoi faire? Tenter de recruter? Ça dépend des règles de la saison, mais oui, c'est une option. Ou alors les voir comme des menaces prioritaires à éliminer. Surtout Danielle, l'enquêtrice, ou Sylvie, la stratège. Ou essayer de les manipuler, les intégrer dans de fausses alliances? Chaque option est risquée. C'est énorme comme dilemme pour eux. Et si l'une des nouvelles était elle-même traître, mais désignée après son arrivée? Ça compliquerait encore plus pour les traîtres initiaux. Exactement. L'incertitude est maximale pour eux. Ils doivent naviguer à vue, réévaluer tout le temps. Et puis, l'arrivée de personnalités aussi fortes, ça augmente aussi le bruit général dans le château, les discussions, les soupçons. Ça peut être bon ou mauvais pour les traîtres, ça. Ça peut les aider à se cacher dans la confusion, ou au contraire, ça augmente le nombre de regards attentifs, le risque d'erreur. Et pour les loyaux, c'est une bonne nouvelle, cette arrivée. Plus de monde pour chercher des traîtres, non? Sur le papier, oui. Plus de loyaux potentiels, plus de cerveau pour analyser, mais en pratique, ça complique aussi leur boulot. Ah oui? Bah oui, les nouvelles dynamiques, les amulettes, ça peut brouiller les pistes. Des loyaux peuvent se méfier d'autres loyaux à cause de ces nouvelles alliances. Et l'arrivée de 3 joueuses expérimentées, potentiellement manipulatrices, même si elles sont loyales, ça fait monter le niveau de paranoïa général. Plus difficile de savoir à qui faire confiance. Voilà. L'article parle d'une nouvelle dimension pour le jeu, des interactions et jeux de pouvoir plus complexes. Il faut naviguer dans un environnement devenu moins prévisible. C'est ça le mot-clé, moins prévisible. C'est le cœur du problème. La petite routine qui commençait à s'installer, hop, balayée. Les joueurs doivent être hyper adaptables. Ceux qui liront le mieux les nouvelles dynamiques, qui comprendront les motivations derrière les choix d'amulettes, qui ajusteront leur stratégie, Ceux-là auront un avantage. clairement. Ceux qui restent figés sur leurs anciens plans risquent d'être dépassés très vite. Donc, si on résume les points forts de l'analyse, l'arrivée de Christine Bravo, Sylvie Tellier et Daniel Moreau, c'est pas juste du casting, c'est un séisme stratégique. C'est ça? Leur pouvoir d'immunité a tout de suite créé des liens, des tensions, forcé tout le monde à revoir sa copie. Le jeu est entré dans une phase beaucoup plus imprévisible. Les alliances, comme dit l'article, se font et se défont. Et on peut s'attendre à encore plus de manipulation, de révélation. C'est une excellente synthèse de la situation. Le jeu a été transformé radicalement et instantanément. On peut dire que la saison a vraiment redémarré avec cet épisode. Tout est remis à plat, ou presque. Les compteurs stratégiques sont quasi à zéro, même si les relations passées comptent encore, bien sûr. Bien sûr. Et ça ouvre une réflexion finale assez intéressante sur la nature même du pouvoir dans les traîtres. On voit bien comment une action très concrète, donner une amulette, a eu un impact immédiat, profond, sur les relations, la perception du pouvoir. Peut-être plus que le rôle secret de départ, peut-être. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que le vrai levier d'influence, c'est seulement d'être traître ou loyal, ou est-ce que ça réside de plus en plus dans la capacité à lire, à créer, à exploiter les relations qui se forment sur le moment, surtout celles qui naissent du chaos, de l'imprévu, comme là. Intéressant. Peut-être que maîtriser ces dynamiques relationnelles immédiates, mouvantes, c'est une clé encore plus puissante que de savoir qui sont les traîtres. Savoir qui t'a protégé hier ou qui tu pourrais protéger demain, ça devient peut-être aussi crucial que de savoir qui a éliminé quelqu'un la nuit dernière. Qu'en penses-tu?